En 2021, nous allons fêter l'anniversaire, même le bicentenaire, de la mort de l'empereur Napoléon Ier. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale. Si je vous parle de l'ultime bataille de Napoléon Ier, vous allez me répondre instinctivement « Waterloo ». Eh bien vous aurez raison, mais un petit peu tort quand même. Si Waterloo est bel et bien la dernière bataille armée de Napoléon Ier qui marque la fin de son épopée européenne, elle marque le début d'une dernière campagne dans laquelle l'empereur va s'illustrer une fois de plus avec brio, celle de sa légende. Il faut dire qu'après Waterloo, toute l'Europe, France comprise, veut voir Napoléon loin, très loin. Si la gloire passée de l'empereur n'est plus qu'un souvenir, il va précautionneusement utiliser le temps qui lui reste pour transformer ce souvenir en légende dans une forge qui sera le théâtre de son ultime bataille, celle de Sainte-Hélène. Faisons d'abord un petit retour en arrière. Nous sommes en 1812. Napoléon est vaincu par l'armée russe et surtout l'hiver russe et est forcé à la retraite. Toute l'Europe, sachant maintenant que Napoléon n'est plus invincible, c'est une certitude, se retourne contre lui jusqu'à ses alliés les plus proches. Il le pousse à se retrancher sur le territoire national, c'est le début de la campagne de France. Si la campagne de France est un véritable chef-d'œuvre militaire et que Napoléon bat ses ennemis un par un, ses maréchaux, eux, sont fatigués et las des guerres napoléoniennes. Si l'empereur, lui, veut poursuivre la lutte, les maréchaux et le gouvernement le poussent à l'abdication et laissent Paris ville ouverte, les Russes entrent dans Paris. Les vainqueurs de Napoléon, à savoir les Anglais, les Russes, les Prussiens et les Autrichiens, discutent donc du sort de la France et surtout de ce que va devenir Napoléon. Les Anglais ne veulent plus entendre parler de Napoléon, ils veulent l'envoyer le plus loin possible, en plein milieu de l'Atlantique sur une petite île qu'on appelle Sainte-Hélène. Tout le monde est plus ou moins d'accord, sauf une personne, le tsar de toute la Russie, Alexandre Ier. En effet, Napoléon et le tsar Alexandre avaient entretenu des liens d'amitié pendant la paix de Tislit. Le tsar Alexandre avait même une certaine admiration pour l'empereur. Il était hors de question pour lui de le traiter comme un vulgaire brigand. L'armée russe étant devenue, après la chute de Napoléon, la plus grande des puissances militaires européennes, les autres sont obligés de se plier à la volonté du tsar et acceptent donc que Napoléon prenne la souveraineté de l'île d'Elbe. L'empereur déchu est donc débarqué sur l'île d'Elbe. Dans un premier temps, il entrevoit une grande réforme de l'île. Il construit des routes, il construit des ponts, il relance l'industrie, il se conduit comme Napoléon. Sauf que l'île d'Elbe, c'est petit. Très petit. Surtout pour un grand homme comme Napoléon. Il faut imaginer un homme qui a tenu l'Europe entre ses mains et qui l'a administrée, devenir un petit souverain d'opérette sur une île au large des côtes italiennes. De plus, une rumeur commence à circuler. Les Anglais, qui n'arrivent pas à dormir sachant Napoléon qu'à quelques kilomètres de la côte française, veulent le capturer un soir et le ramener sur l'île de Sainte-Hélène. Napoléon n'est pas très content, il faut le dire. Surtout qu'une deuxième rumeur vient à ses oreilles. Les Français en ont marre du roi. Louis XVIII, qui a pris la suite de Napoléon après sa défaite, a fait venir tous les nobles de l'Ancien Régime, balayant ainsi les acquis de la Révolution. Le peuple réclame le retour de l'empereur. La réaction de Napoléon, 1er mars 1815, le voilà débarqué dans le sud de la France. Avec une poignée de soldats, Napoléon va remonter jusqu'à Paris sans tirer un seul coup de feu. Il est acclamé partout sur son passage, Louis XVIII fuit, il est de retour. La pire des craintes des Anglais est donc arrivée. Toute l'Europe se mobilise contre Napoléon qui doit réagir extrêmement vite. Il fait donc à son habitude, il prend les devants, la tête de son armée et se dirige en Belgique où les armées de Wellington et de Blücher essayent de faire une jonction. Si avec l'aide du maréchal Ney, il arrive à défaire une première fois l'armée anglaise puis l'armée prussienne, il ne les détruit pas définitivement et les retrouve donc sur la plaine célèbre de Waterloo. Bon, on ne va pas s'étaler longtemps sur Waterloo, cela peut faire l'objet d'une autre vidéo sûrement. Napoléon est vaincu, il est forcé à la retraite. Il rentre donc à Paris et avouera à Caulaincourt que le coup qu'il a reçu est réellement mortel. L'armée française est détruite, Napoléon une nouvelle fois déchu. Le gouvernement provisoire, dont Fouché, l'ancien ministre de la police de Napoléon, est à la tête, lui intime de partir le plus loin possible de Paris. Il l'informe qu'à Rochefort, des navires l'attendent et le mèneront là où il voudra, notamment les États-Unis, puisque tel était le souhait de Napoléon. Il débarque donc le long des côtes atlantiques sur l'île d'Aix. Mais voilà, le problème c'est que les Anglais ont déjà bouclé tous les ports français. Napoléon est cerné, il ne peut pas faire grand-chose. Donc il va tenter un ultime coup de poker, un vrai coup de culot. Il fait du Napoléon. Il va prendre contact avec le capitaine du Bellérophon, le capitaine Maitland, en lui demandant l'asile politique en Angleterre, en espérant que les Anglais lui accorderont une petite retraite confortable dans la banlieue londonienne. Seulement sur ce coup, c'est Napoléon qui a vraiment été naïf. Les Anglais ne comptaient absolument pas faire débarquer Napoléon sur le sol anglais.
L'ex-empereur aurait été protégé par l'habeas corpus, qui stipule que n'importe quelle personne ne peut être détenue arbitrairement sans avoir été jugée au préalable. Après une courte escale à Plymouth, le navire de Napoléon fait demi-tour et va en direction de l'Atlantique Sud, à Sainte-Hélène. Lorsque l'empereur aperçoit l'île du navire, il la décrit comme une forteresse de basalte noir. Et il ne croit pas si bien dire. La superficie de l'île est tellement petite qu'elle est comparable à celle de Disney World. Sainte-Hélène est une escale sur la route des Indes. La principale ville, qui d'ailleurs est la seule, est Jamestown. C'est ici que Napoléon débarque en attendant son sort. Il est dans un premier temps logé chez les Balcombes, qui détiennent un petit pavillon qui à la base était construit pour les enfants. Monsieur Balcombe est un riche négociant anglais. Il se lie d'amitié avec Napoléon et les relations sont plus ou moins cordiales. La fille de Monsieur Balcombe, Betsy, va même très souvent rendre visite à Napoléon lorsqu'il sera logé à Longwood, sa future maison. Il y emménage le 10 décembre 1815. Si Napoléon avait, dans un premier temps, plus ou moins apprécié la compagnie des Balcombes et dans le pavillon qui était à la base destiné pour les enfants, il va se retrouver dans le pire endroit de l'île. Longwood est un ancien corps de ferme qui a été rénové du coup pour accueillir Napoléon et toute sa poignée de fidèles, le maréchal Bertrand, le général Gourgaud, le comte de Montholon, Marchand, son valet de chambre, et Emmanuel de Lascazes, l'ancien conseiller d'État. La maison est chaotique, elle est située sur un plateau balayé par les vents, le climat est humide, le plancher est extrêmement mal fini. On voit d'ailleurs les rats passer sous le plancher, l'eau stagne, ce qui provoque une odeur de moisissure horrible. Dans tous les cas, les conditions d'habitation sont vraiment cauchemardesques. Malgré ces terribles conditions, Napoléon essaye néanmoins de rétablir une certaine étiquette, comme il l'avait au palais des Tuileries. Mais même les relations entre les fidèles de Napoléon deviennent totalement médiocres. C'est une véritable cour de récréation. Montholon et Gourgaud, qui sont deux hommes extrêmement jaloux, veulent s'attirer les bonnes faveurs de Napoléon, par intérêt. Le maréchal Bertrand, renommé pour l'occasion maréchal du palais, essaye de mettre de l'ordre dans tout ça, mais en vain. C'est une véritable cour de récréation. Mais la question est là. Que va faire Napoléon? Comment va-t-il occuper ses journées? Il prend alors la décision d'écrire ses mémoires. Pas lui-même, bien sûr, mais il va les dicter à Lascazes, à Montholon et à Gourgaud. Lascazes est sans aucun doute l'homme de confiance de Napoléon. Il va lui livrer ses opinions sur la politique, sur certains livres, sur l'économie, sur ses projets s'il était resté empereur. En tout cas, ce sera lui qui publiera le premier mémorial de Sainte-Hélène. Dans ses mémoires, Napoléon ira même jusqu'à prédire le conflit qui va opposer les États-Unis d'Amérique et la Russie dans un futur proche. On connaît tous le résultat un siècle plus tard. Quant à Montholon et à Gourgaud, Napoléon va surtout essayer de justifier ses actes. Il va essayer de leur faire comprendre qu'il ne cherchait pas la guerre, que c'était vraiment les autres États européens qui voulaient abattre les idées de la Révolution et surtout ne comprenaient pas comment un simple petit militaire corse a pu accéder au pouvoir alors que normalement ceci est réservé aux souverains de lignée royale. Les journées sont donc rythmées à la rédaction des mémoires de l'empereur. Mais le destin va mettre sur la route de Napoléon l'adversaire le plus coriace et le plus zélé qui n'ait jamais existé. There will be no compromises with the will of the Allied powers, to whom, may I remind you, England is answerable. And on this island, I am England. En décembre 1816, débarque sur Sainte-Hélène le nouveau gouverneur, Sir Hudson Lowe. C'est un homme autoritaire, froid, obtus et qui déteste les Français et surtout, bien sûr, Napoléon. Lors de son arrivée, il demande à voir Napoléon tout de suite, immédiatement. Seulement, avec Napoléon, ça ne se passe pas comme ça. Il va devoir demander audience pour voir son propre prisonnier. Alors imaginez tout de suite la réaction d'Hudson Lowe. C'est l'humiliation. Ce poste de geôlier était pour lui la promotion suprême. Il allait enfin pouvoir cracher toute sa haine sur les Français et sur l'empereur. Lorsque Hudson Lowe est enfin reçu par Napoléon, le combat de coq s'engage. Ça va être un enchaînement de mesquineries de la part de Hudson Lowe qui renforce la sécurité autour de Longwood et limite les déplacements de Napoléon sur l'île, qui est déjà pas très grande. Cerise sur le gâteau, Napoléon apprend que Hudson Lowe est à la tête d'une troupe qu'on appelait les Corsica Rangers. Un groupe de Corses à qui on a reflété l'idée de l'indépendance et qui a donc pris les armes contre Napoléon lorsqu'il était au pouvoir. Pour Napoléon, c'est la mesquinerie suprême, son propre peuple qui se retourne contre lui sous l'égide d'un Anglais. Comble de la mesquinerie, Hudson Lowe ne s'adresserait pas à Napoléon en tant que l'empereur, mais en tant que simple général. Sans doute que Hudson Lowe avait un petit peu compris le jeu de Napoléon et voulait absolument tuer son nom avant de tuer l'homme. Quand je parle de tuer l'homme, je ne parle pas au sens propre, puisque évidemment, il y a une thèse de l'empoisonnement, mais qui n'a jamais été prouvée. Mais Hudson Lowe va épuiser et étouffer Napoléon en renvoyant petit à petit ses proches, en limitant ses déplacements et bien sûr,
en multipliant les provocations et les mesquineries. Il va même jusqu'à renvoyer le médecin de l'empereur, le docteur O'Meara, qui est un médecin irlandais, qui refusait de jouer les espions pour le compte d'Hudson Law. L'inactivité, le climat, l'ennui, tous ces facteurs vont jouer sur la santé de Napoléon qui va se dégrader très rapidement. Sur les derniers mois, Napoléon ne va même plus sortir de Longwood. Il prend du poids, il tousse, il a des maux de ventre, il reste cloîtré dans sa chambre et il ne fait même plus la distinction entre le jour et la nuit. Il n'arrive même plus à contrôler son sommeil. Il dort le jour, il se réveille la nuit, il a des crises, il se sent atrocement mal. Nous sommes en 1821, soit 6 ans après l'exil de Napoléon. Sa santé est devenue chaotique. Dans la nuit du 28 au 29 avril 1821, soit quelques jours avant sa mort, il se réveille en pleine nuit, avec des crises atroces. Il fait appeler son valet de chambre, Marchand, et il lui dicte son testament. Il commence à divaguer, il vomit, il n'arrête pas. Dans ses mémoires, le comte de Montholon écrira même Napoléon, ce grand homme devenu si misérable. La nuit du 30 avril, il se réveille et crie « À la mort ! La mort, je la vois, elle est là, la mort !» Le 1er mai, dans la journée, il fait appeler Gourgaud et lui pose ce qu'il appellera la grande question. Est-ce qu'il est vrai qu'il n'y a rien après la mort? Dans la nuit du 2 mai, il tente de se relever, ce sera la dernière fois qu'il tiendra debout. Mais le problème, c'est qu'on l'empêche, on lui dit « Sire, sire, ce n'est pas le jour, il faut rester couché. » L'empereur crie « Ne me brutalisez pas, bon Dieu, ne me brutalisez pas !» Il se recouche, tant bien que mal, et s'endort. Et puis vint le fameux jour, le 5 mai 1821. Marchand se tient debout sur Napoléon qui est couché sur son lit de camp, le bras étendu tout le long. Il s'empare de sa main, la porte à sa bouche et croit entendre « tête armée », les derniers mots de Napoléon qui vient tout juste d'expirer son dernier souffle. Il est 17h49. Si vous vous promenez dans une exposition ou dans un musée napoléonien, vous pourrez constater que toutes les horloges qui y sont arrêtées à 17h49, heure de décès de l'empereur. Quand le gouverneur Hudson Law apprend la mort de Napoléon, il se rend tout de suite sur place. Il se retourne vers l'audience et dit « Eh bien messieurs, c'était mon ennemi, sûrement le plus farouche de mes ennemis, mais je lui pardonne tout. » Quand un si grand homme meurt, on ne peut qu'éprouver un profond regret. Mais ça ne l'empêchera pas de faire une ultime mesquinerie. Napoléon a des hommages militaires, est enterré en tant que général Bonaparte, et sur la stèle sous laquelle repose le corps de l'empereur est marqué « Rien du tout ». Signe que Hudson Law voulait bel et bien détruire le nom de Napoléon. En apprenant la mort de Napoléon, soit à peu près 2 mois plus tard, c'est le temps qu'il faut entre Sainte-Hélène et l'Europe, Talleyrand, son ancien ministre des Affaires étrangères, dira « Bouf, ce n'est pas un événement, c'est une nouvelle ». C'est ainsi donc que l'Europe a pris la mort de Napoléon, mais bien plus encore. O'Meara, le médecin de l'empereur que Hudson Law a renvoyé pour refus d'obtempérer, écrira un ouvrage où il expliquera en détail toutes les mesquineries qu'Hudson Law faisait endurer à l'empereur. Napoléon, l'homme le plus détesté d'Europe, devient tout d'un coup un martyr. Les années s'écoulèrent et les rois se succédèrent en France. Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Mais voilà, malgré la restauration de la monarchie, les choses n'étaient plus pareilles en France. Le roi devait compter sur l'opinion publique, et ce fut le cas pour Louis-Philippe. Pour bien installer son pouvoir et passer pour un monarque aux idées révolutionnaires, il entreprend de faire revenir en France le corps de Napoléon, chose que les Anglais ont refusée jusque-là, afin que Napoléon ne soit pas vénéré comme un martyr. Mais les Anglais, devenus enfin amis avec les Français, acceptent finalement, en 1840, de renvoyer le corps de Napoléon en France. C'est le fils de Louis-Philippe, le prince de Joinville, qui est chargé du corps expéditionnaire. On déterre donc le corps de Napoléon, on l'expose afin de vérifier que c'est bien lui, et on l'embarque sur la frégate La Belle Poule en regagnant le chemin de la France. Le 30 novembre, La Belle Poule arrive à Cherbourg. Le corps est alors extrait du navire et mis sur une petite péniche qui va remonter la Seine jusqu'à Paris. Avant d'être déposé à Paris, le cercueil va faire une escale à Levallois-Perret. Et il y a une petite anecdote à ce sujet. Le cercueil de Napoléon est placé sous un dôme. Seulement la nouvelle s'est vite répandue. Une foule s'est amassée à l'entrée de ce dôme. Les gendarmes, tentant bien que mal de repousser la foule et d'éviter les débordements, crient à tout le monde de foutre le camp, de dégager, qui ne verrait pas le cercueil de l'empereur et qu'il allait être embarqué dans un chariot afin de faire un cortège funèbre et le ramener jusqu'aux Invalides où son corps sera donc placé dans un tombeau. Mais sur le devant de la foule, des hommes enlèvent leur grand manteau d'hiver laissant apparaître l'uniforme de l'armée napoléonienne. Il s'agissait bien sûr de retraités de la vieille garde napoléonienne ainsi que d'anciens officiers de son armée qui disent aux gendarmes «
vous êtes bien gentil, mais ce soir l'empereur y reste ici. Et ce fut donc le dernier bivouac de l'empereur. Tous ces anciens soldats sont restés autour du cercueil et ont bivouaqué pendant la nuit. Le lendemain, un immense cortège funéraire remonte les Champs-Élysées, arrive aux Invalides, Napoléon est placé dans un tombeau, un hommage national lui est rendu, plus de 200 000 personnes ont fait le déplacement. Encore aujourd'hui, on peut voir à travers le monde la popularité de Napoléon. Même si cela peut en énerver certains, l'empereur reste l'empereur. Napoléon est adulé en France. Aujourd'hui, les vestiges sont encore là. Les lycées, la Banque de France, les préfets, le Code civil, son héritage est omniprésent dans la République telle que l'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que Napoléon a remporté la bataille des esprits? N'en déplaise à certains encore aujourd'hui, je pense bien que oui. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'année prochaine verra donc l'anniversaire, à savoir le bicentenaire de la mort de Napoléon. Il va y avoir plein d'événements qui vont être organisés. La fondation Napoléon de Thierry Lenz a déjà annoncé certains événements, notamment aux Invalides, des reconstitutions. Je vais essayer d'être présent à la plupart de ces événements. Je vais déjà me rendre sur la tombe de Napoléon pour lui rendre hommage. C'est un sujet en fait qui me passionne depuis que je suis tout gamin, et pour moi il était juste de lui rendre hommage, et je vais sûrement faire à l'avenir d'autres vidéos sur Napoléon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie et à très vite pour une prochaine vidéo.